temps atteint, je vous propose de démarrer l'ordre du jour de ce conseil communautaire. J'ai un certain nombre de pouvoirs. Monsieur Berger donne pouvoir à Madame Martin Barlier. Madame Le Goff donne pouvoir à Monsieur Charrier. Madame Parpaillon donne pouvoir à Monsieur Bonin. Madame Sosso donne pouvoir à Madame Touzeau. Madame Beau donne pouvoir à Monsieur Gendronneau. Madame Joly donne pouvoir à Madame Ibert. Madame Brunet donne pouvoir à Monsieur Barré. Madame Poupée donne pouvoir à Monsieur Guilbeault. Madame Baudry donne pouvoir à Monsieur Barbeau. Monsieur Sautrou donne pouvoir à Monsieur Pelot. À Bruno Fa, pardon, excuse-moi, merci. Monsieur Pelot lui donne pouvoir à Madame Peigné. Et Monsieur Kubrick donne pouvoir à Madame Pierre. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Je peux vous proposer Arnaud Bouger pour Luçon, Bergeret-Aulneau pour Ronay, ou Marie-Joseph Alétru, Saint-Martin-la-Saint-Termine. Arnaud, merci. Parfait, merci. Vous aviez ensuite le procès verbal de la séance du Conseil communautaire du 16 octobre. Est-ce qu'il y avait des observations à formuler? Pas d'observation, on peut l'approuver. Est-ce que des gens sont contre ou s'abstiennent? Merci. Et puis ensuite, vous avez les décisions prises par moi-même. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Très bien. Eh bien, on va pouvoir démarrer l'ordre du jour de ce conseil communautaire relativement chargé. Et je vais laisser Pierre nous parler de la redevance incitative. Bien, bonsoir à vous tous. Mais, voilà, je vois que nous sommes nombreux et c'est important ce soir parce que nous passons à la phase décision concernant le passage à la redevance incitative. À Mareuil, nous avions eu un tour d'horizon des tarifs et de certaines choses. Là, maintenant, ce soir, nous faisons le tour complet. Alors, il y a un diaporama qui va vous être proposé pour faire un tour d'horizon. Voilà. Ah oui, pardon, il faut peut-être que je le fasse. Voilà, impeccable. D'accord. Donc, ce soir, voilà, un petit rappel de la redevance incitative, l'organisation des collectes, les différents forfaits, les tarifs, les cas particuliers. Voilà. Donc, un ordre du jour un peu complet. Donc, ça, c'est un rappel. En effet, ça fait un petit moment que le choix avait été fait de facturer les ménages avec une part fixe de 14 levées du bac ordures ménagères et 18 passages en déchetterie. Ça, c'est la base du forfait qui est proposé pour les ménages. Voilà. Et puis, un aspect un peu spécifique pour les résidences secondaires. Elles sont traitées de la même façon que les ménages. Voilà. Ça va, vous m'entendez mieux là? Oui, en effet. Voilà. Et donc, malgré tout, les résidences secondaires, compte tenu de leur présence, enfin, pas à plein temps, donc elles ont la possibilité d'accéder à des points d'apport volontaires via le badge déchetterie. Donc, ça donne de la souplesse quand les gens ne viennent que de temps en temps. Voilà. Alors, quelques points de base qui sont des rappels aussi. Donc, les fréquences de collecte d'ordures ménagères et d'emballage en porte-à-porte restent inchangées. Tous les 15 jours dans tous les territoires ruraux, tous les 8 jours à Luçon en centre-ville et avec les rythmes saisonniers sur la côte qui sont un peu spécifiques. Pour ce qui concerne les points d'apport volontaires, emballage, verre et papier, il n'y a aucune limitation de dépôt dans ces points d'apport volontaires. Voilà. Il n'y a bien sûr pas de restriction aussi sur le nombre de sacs jaunes déposés pour la collecte en porte-à-porte. Et puis, de même, on y reviendra tout à l'heure, pas de limitation des passages en déchetterie pour les non-ménages. Les non-ménages, donc on vérifiera le concept tout à l'heure pour les pros, mais pas que. Voilà. Et puis, ce que l'on avait mis en place et que l'on veut maintenir, voire relancer, parce que maintenant on a un camion qui est bien adapté à ce type de collecte, la collecte hebdomadaire des biodéchets, donc maintenue, voire renforcée dans les bâtiments publics. Alors, donc des choses qu'on avait vues le mois dernier. Alors,
Le détail des tarifs. Donc le tarif pour les ménages individuels, les ménages représentent bien sûr la plus grande part des personnes du territoire. Donc la part fixe, calculée selon le volume du bac d'ordures ménagères. Donc les volumes, vous voyez, varient de 80 litres pour une personne, 120 litres pour 2 ou 3 personnes, 140. Donc 120-140, c'est la seule chose qu'on n'a pas voulu changer des bacs de 140 qui étaient en place, qui étaient en bon état. Voilà. Et d'où cette distinction qui est faite. Voilà. Et donc les 180 litres et 240 litres. Voilà. Avec le nombre de personnes adaptées, 4-5 personnes, 6 personnes et plus. Et donc, il y a un tarif en part fixe qui est calculé. Donc, je vous passe le détail du calcul. Voilà, on vous présente les chiffres. Et puis, au-delà de 14 levées, donc un prix à la levée supplémentaire qui varie suivant le volume du bac. Voilà. Donc, bien sûr, le forfait, 14 présentations du bac, comme je l'ai dit, et 18 passages en déchetterie. Et le passage supplémentaire en déchetterie, 5 €. Alors, les ménages dotés en bac collectif, donc voilà, donc c'est des résidences sur la côte, des bâtiments sociaux à Luçon notamment. Donc c'est un peu différent. Une part fixe calculée selon le volume du bac d'ordures ménagères, comme tout le monde. Mais les ménages en bac collectif, il n'y aura pas de levée minimum facturée pour les ordures. Il n'y a pas de forfait de nombre de les 14. Dès la première levée, c'est facturé. Et par contre, les 18 passages en déchetterie, comme tout le monde. Voilà. Et donc, vous observez que un tarif par levée dès la première levée, 240 litres, 8 €, 360 litres, 12, 660 litres, 22. Voilà. Donc, c'est après, à ces endroits-là, de contrôler, évidemment, le nombre de levées, parce que ça peut monter vite sur une année. Mais tout dépend de l'utilisation qui est faite. Alors, les ménages en résidence secondaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont dotés, comme tout le monde, de bacs. Ceux qui peuvent les garder, on continue. La seule souplesse, en effet, qui est donnée, c'est qu'ils peuvent mettre dans des points d'apport volontaires ordures ménagères. Et donc, dès le premier dépôt, c'est une part variable, donc, qui est évaluée à 2 € par dépôt. Voilà. Sinon, tous les autres chiffres sont exactement les mêmes que pour les ménages. Voilà. Si je vais trop vite, vous dites, parce que voilà. Alors, malgré tout, en effet, un certain nombre de gens, les bacs, ils n'ont pas la place pour les loger. Voilà. Donc, on propose, en effet, que des gens passent 100%. Voilà, alors une part calculée, non, excusez-moi, là je me trompe. Oui, là c'était les ménages, excusez-moi. Il y a plusieurs choses. Donc là, en effet, ménages et non-ménages non dotés avec bac en bac, avec accès au PAV-DOM, donc c'est bien ce que je dis. Donc 100% en point d'apport volontaire. Donc là, le mode de calcul n'est pas le même. Vous avez le petit rectangle orange qui signale que le volume facturé est sur une base de 60 litres par dépôt. Voilà. D'où le nombre de dépôts aussi qui n'est pas le même que pour ceux qui ont des bacs. Donc la part fixe permet d'avoir 18 dépôts pour l'équivalent 80 litres, mais c'est qu'un équivalent. Ce n'est pas le bac qui est concerné. 28 pour l'équivalent 120, 42, etc. Les tarifs sont les mêmes, vous remarquerez, 180, 220, 283. Et le dépôt, évidemment, toujours 60 litres, c'est 2 € en part variable. Ça va ? Alors, en effet, il y a des non-ménages dotés en bac. Donc, en fait, ce sont beaucoup d'entreprises, essentiellement. Donc, la différence là, c'est que le volume du bac, c'est pareil comme pour les particuliers. Le tarif par fixe, c'est pareil que pour les particuliers. Mais le tarif des levées, dès la première levée, il y a un tarif variable. Voilà. Et donc il va de 2,60 pour les 80, 4, 4,60, 6, 8, etc. Et en effet, pour des non-ménages qui ont des activités importantes, ils peuvent dépasser les 52 levées. Et donc 52 levées, c'est une par semaine.
Et donc, si on va au-delà de 52, le tarif par levée augmente un peu. 3,50, 5,30, 6,10, etc. Vous pouvez lire les tarifs, je pense, facilement. Voilà. Donc ça, c'est la spécificité des non-ménages, des entreprises qui ont des volumes de déchets beaucoup plus importants. Alors, pour les communes et communautés de communes, qui sont des non-ménages aussi, mais on les traite un peu différemment parce que, donc, on part du principe suivant que, bon, une commune, quelle que soit la taille, paiera son tarif par fixe à 97 €. C'est un peu l'abonnement de base. Et ensuite, en effet, il y a un tarif par levée aussi de fonction des... voilà, selon les bacs qui sont utilisés. Un bac de 80 litres, parce que des communes, il y a des tailles de bacs très différentes selon les endroits, etc. Donc le tarif est adapté en fonction du volume du bac, 2,60, 4, 4,60, etc. Et même chose pour les au-delà de 52 levées, si on y arrive, le tarif est le même que pour les non-ménages qu'on avait vus avant. Voilà, 2,60, 3,50, 2,60, 3,50. Ça va ? La seule chose, c'est qu'il y a un travail en cours avec les communes pour, pour vraiment livrer des bacs pleins et qu'on n'en mette pas trop parce que ça peut monter vite la facture. Voilà. Alors, je vais revenir sur les communes un peu après. Voilà. Alors, donc maintenant pour les non-ménages, donc entreprises et collectivités, donc il y a des tarifs différents pour les déchetteries. Vous voyez, les tout venants. Alors, ce n'est pas nouveau, on avait déjà des tarifs de ce type-là. Tout venant, 60 € du mètre cube. Déchets verts, 25 € pour les entreprises. Et là, la particularité, c'est que les communes ne payent que les déchets verts, à 10 €. Voilà. Les gravats, le bois, les plastiques, pour le moment, c'est gratuit. On espère que ça continuera. Ça dépend de l'évolution de la REP concernée. Voilà, il y a une petite incertitude là-dessus. Les polystyrènes, 10 €, carton, 10 €. Et déchets ménagers spéciaux, c'est au litre que ça marche. Voilà. Alors, autre tarif ménage et non-ménage. Donc, des choses qu'on a vues déjà. Donc, vidage des colonnes d'emballage et verre des non-ménages. Donc, on est passé à 55 pour couvrir un peu mieux les coûts réels que l'on a. Le kit amiante pour les ménages, 45, ça n'a pas changé. Le composteur en plastique ou en bois, ça n'a pas changé. Le premier badge d'accès, badge déchetterie, bien sûr, il est gratuit. Un badge supplémentaire, 5 €. On perd son badge ou on ne le restitue pas, 15 €. Et puis, des usagers hors territoire peuvent pouvoir venir déposer leurs déchets en déchetterie, s'ils travaillent sur le territoire. Et donc, ils payent l'abonnement de base de 97 €. Et on leur donne une carte d'accès. Et avec cette carte, ils déposent avec les tarifs qu'on a vus auparavant, qui sont, qui sont ceux-là, surtout là. Voilà. D'accord ? Voilà. Alors après, oui, il y a la possibilité d'avoir aussi une serrure pour des bacs 2 roues ou 4 roues. Voilà. La préconisation de base, c'est de rentrer les bacs. Ne pas les laisser dehors, parce que si vous les laissez dehors, ben voilà, il y en a qui vont se charger de le remplir pour vous. Voilà. Donc malgré tout, dans certains cas, il est peut-être nécessaire d'avoir une serrure pour éviter ça. Donc voilà, il y a un tarif. Et puis après, donc mise à disposition ponctuelle de bacs, forfait hebdomadaire par type de bac mis à disposition pour des événements. Donc voilà, il y a aussi une prise en compte spécifique. Bon, il y aura des pénalités pour les bacs manifestations non triés, parce qu'évidemment, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est que dans les manifestations, dans les événements, vous ayez ce qu'il faut pour vraiment, vous fassiez ce qu'il faut pour trier au maximum. Sinon, c'est du tout venant qui nous coûte très très cher. Alors, quelques cas particuliers. Les associations caritatives, pas de facturation. Ça, c'est, voilà. Les personnes en soins à domicile, donc elles peuvent bénéficier d'une surdotation en bac directement supérieure au volume fixé. Donc, on a vu tout à l'heure une personne seule, pendant cet exemple de base,
qui a un bac de 80 litres, elle peut demander un bac de 120 litres, mais la facturation restera sur la base des 80 litres. Mais elle aura un bac plus gros pour tenir compte de ces particularités. Les assistantes maternelles, elles ont le choix du volume du bac et de la dotation, hein, en fonction de... Voilà, parce que ça fait quand même du monde en plus à la maison, hein, donc voilà, c'est discuté avec les services. Voilà. Les locaux et habitations inoccupées, c'est important. Pour être exonéré, il ne suffit pas de dire « Ah ben non, il n'y a personne dedans ». Non, non. Le propriétaire doit fournir une attestation vide de meubles établie par la mairie ou une attestation de résiliation de l'abonnement au service de l'eau ou de l'électricité. Sinon, le forfait est facturé. Les collectes des biodéchets, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est gratuit et maintenu uniquement sur tous les bâtiments publics. Les communes et communautés de communes, enfin, il y aura une mise à disposition gratuite d'un bac dépôt sauvage, il sera bien étiqueté dépôt sauvage, et d'un bac manifestation, hein, parce que ça, c'est une mise à disposition gratuite. Hein, on essaiera de distinguer les choses. Ça va ? Alors les facturations. Donc les ménages, première facturation en 2026, qui devrait arriver en juillet 2026, et donc il y aura la moitié du montant de la part fixe du premier semestre. Hein, donc quelqu'un qui a un bac de 80 litres, 180 €, il recevra une facture de 90 €. Voilà. Et puis une deuxième facture en janvier 2027, donc la deuxième partie de la part fixe 2026, plus éventuellement des levées et passages supplémentaires de l'année 2026. Donc au minimum, pour la personne avec son bac de 80 litres, c'est 90 €, voire un peu plus s'il y a eu des levées ou des passages supplémentaires. Alors pour les communes, c'est un peu différent, et pour les non-ménages. Donc première facture, juillet 2026, en effet, pareil, moitié du montant de la part fixe, mais aussi les levées du premier semestre, hein, puisque on paye dès la première levée. Et deuxième facture, janvier 2027, deuxième moitié de la part fixe et les levées du deuxième semestre. Voilà. Alors, dernière diapo de cette présentation. Dans le cadre du passage à la redevance incitative, la collectivité a l'obligation de créer un service public industriel et commercial, SPIC. Hein. Donc SPIC, avec l'assainissement, vous en avez déjà entendu parler. Voilà. Et là, on crée un SPIC aussi pour le service déchets, qui a pour objet la collecte et le traitement des déchets ménagers assimilés. Alors ce SPIC est administré sous l'autorité du président de la communauté de communes, du conseil communautaire, et il y a un conseil d'exploitation qui sera validé au mois de décembre avec un président et un directeur. Voilà. La compétence de ce conseil d'exploitation, c'est vraiment de gérer tout l'opérationnel qui concerne le service, pour éviter au conseil communautaire d'avoir tout à décider pour tout. Voilà. Pour autant, les décisions stratégiques sont de l'ordre du conseil communautaire. Alors, cette composition du conseil d'exploitation, hein, on délibérera là-dessus au mois de décembre. Ce conseil est composé de 15 membres avec voix délibérative désignés par le conseil communautaire sur proposition du président. Donc il y aura 8 membres conseillers communautaires qui sont pris dans l'assemblée ici présente et 7 membres élus municipaux. Voilà. J'ai fait le tour, hein, de cette présentation globale. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous laisse sans bois. Allez, Arnaud, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Je suis désolé, j'étais pas là le mois dernier, donc j'ai pas pu participer au débat. J'étais un peu surpris justement qu'il n'y ait pas beaucoup de débat après la présentation de Pierre sur cette redevance incitative. Moi, je suis pour la redevance incitative, mais pas telle, ou pas celle qu'on propose en tout cas. Je trouve qu'elle a levé, elle porte préjudice à beaucoup de gens. Je pense que la redevance incitative, elle a pesé, aurait été beaucoup plus logique, certainement plus chère, plus compliquée à mettre en place
mais tellement plus juste. Je trouve qu'il y a plein de soucis dans ce qui est présenté. Les tarifs, c'est quasiment incompréhensible. Il y a trop de tableaux. Bon, j'imagine que c'est compliqué à mettre en place. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Luçonnais et citoyens de la Comcom qui vont être très très perturbés. On avait parlé en 2024 que l'année 2025 serait une année blanche et qu'on aurait un retour sur facture. Là, j'ai l'impression qu'on part totalement dans l'inconnu. Il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce qui va se passer, combien ils vont payer. Moi, j'ai plein de questions à poser là-dessus. Les cités, comment ça se passe? Ils ont un bac commun. Qui c'est qui sort le bac? Qui c'est qui va payer? Exactement comment ça va se passer? On a aussi pas mal de commerçants à Luçon, des commerces de bouche, qui ne peuvent pas se permettre d'attendre ou en tout cas de mettre toutes les semaines leurs poubelles, surtout l'été. On a des gens aussi qui ont des couches, que ce soit les anciens ou les jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de soucis qui n'ont pas été évoqués et qui ne trouvent pas de solution, en tout cas à mon goût. Voilà. Bon, je laisse répondre un petit peu aux premières questions et je poserai d'autres questions si c'est possible. Ce que je peux dire, concernant les pesées, entre peser et lever, c'est un point qui a été en effet, aujourd'hui, on n'est pas les premiers à se lancer dans la redevance incitative. Il y a une longue expérience de plus de 20 ans par d'autres collectivités. La pesée a été testée, mais ça s'avère très complexe parce que la fiabilité du système de pesée dans des camions qui roulent, ça pose énormément de problèmes. Donc, à un moment donné, il a été trouvé plus simple pour éviter de multiples litiges de passer à la levée. Voilà. Alors, on compense en effet ce côté-là par le fait qu'on incite les gens à remplir leur bac. Un bac plein d'ordures, voilà. Il y a un peu une convergence, mais voilà. C'est ce choix qui a été fait. Et vraiment, quand je vois l'expérience de toutes les autres communautés de communes, personne n'a envie de revenir en arrière. Techniquement, c'est ingérable. Voilà. Je te coupe, Pierre, juste pour rebondir là-dessus. Là, on n'incite pas à faire moins de déchets, on incite juste les gens à garder les déchets chez eux. Et certains, ça va être compliqué, puisque la poubelle, ils n'ont pas d'extérieur, par exemple. Donc garder la poubelle à domicile, c'est problématique. Là, je trouve que la philosophie de réduire la production de déchets, on n'y est pas. Alors, j'ai pas cette impression-là, en tout cas. Oui, alors... Donc là, tu raisonnes par rapport à un contexte urbain aussi, Arnaud, à mon avis, à travers les questions que tu poses, et c'est normal. En fait, c'est vrai que la consigne, et j'ai envie de dire, là, je me situe moins en tant que Sud-Vendée littoral qu'en tant que Trivalis, la consigne, c'est vraiment de produire moins de déchets. Voilà. Parce que si dans 10-15 ans, on n'aura plus de centre d'enfouissement, et comment on fera pour enfouir nos déchets? On va s'amuser. Donc l'enjeu, c'est vraiment de réduire. Voilà. Et de recycler, voilà. Toute cette stratégie-là. C'est vrai que ça ne va pas se faire en 2 jours, c'est clair. Ceci dit, le calcul, en effet, tu as posé la question du calcul. C'est vrai qu'on n'a pas ramené le détail des calculs. On ne va peut-être pas vous encombrer là-dessus, mais soyez sûr qu'on tient compte du coût des opérations, fonction du nombre de litres, fonction de tout ça. Donc le tarif a vraiment été étudié. On n'a pas fait ça à partir de la jambe, à vue de nez. Non. Ça a été très étudié. Voilà. Alors ça peut sembler complexe, le nombre de tarifs. Au bout du compte, avec un peu rapidement, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Chacun est concerné par un tableau uniquement. Les communes sont concernées par un tableau uniquement. Il y a différentes catégories de personnes, c'est vrai, mais voilà. D'accord? Et puis, alors après, en secteur urbain, il y a tout un travail qui est fait actuellement pour sensibiliser les urbains, en effet, éventuellement, à ne plus avoir de bac. Parce que c'est vrai, la présence d'un bac et le problème des bacs dans la rue est un gros problème. On en convient. Donc en ce moment, on a 2 agents de la communauté de communes qui font le tour des habitants du centre-ville de Luçon pour, en effet, inciter les gens à plutôt choisir d'aller déposer leurs déchets ménagers et leurs emballages dans des points d'apport volontaires qui sont mis en place en ville. Voilà. Ça commence tout juste. Les habitudes ne se changent pas comme ça à la revers de main, mais c'est ça l'objectif actuellement. Et qu'en effet, à Luçon, mais aussi sur la côte,
il y ait moins de sacs de jaune à traîner partout. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Bonsoir Pierre, je pense que tu as commencé à répondre, mais sur la côte, il y a des gens qui ont des résidences qui sont très peu occupées finalement et qui préféraient ne pas avoir du tout de levée de bac et de pouvoir, ou quand tu loues des Airbnb ou autre, hein, tu n'as pas de bac, c'est possible de ne pas avoir de bac et que les gens aient systématiquement un apport volontaire. Eh ben, c'est bien ça, mais il faut se En effet, dans un tarif, on pourrait presque y revenir, mais il y a un tarif qui est proposé pour ceux qui choisissent de ne plus avoir de bac. Hein, c'est vrai sur la côte, c'est vrai à Luçon, et donc ceux-là, le tarif il est basé sur un volume de sacs d'ordre ménagère de 60 litres, d'où le nombre un peu supérieur de levées potentielles dans la part fixe. Hein, voilà. Ça, le choix est donné aux gens. Oui. Sans qu'il y ait de part fixe, du coup. C'est quelqu'un qui ne veut pas de bac sur une maison, ils ne veulent pas de bac. Mais tu payes quand même le... Ben oui. Ah oui, donc oui, d'accord, c'est le service en plus, mais tu ne peux pas t'exonérer des levées. Tout le monde a des déchets, chère madame. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais tu pourrais inciter... Il y a des gens qui ont des résidences, ils les louent quelques semaines dans l'année. Il y a des gens qui n'habitent jamais ici. Oui. Ils les louent, ils n'ont pas besoin de bac. Ils diraient à leur locataire d'aller systématiquement là-bas sans bac. Oui, il y a deux choses. Alors, en effet, il y a le choix de ne pas avoir de bac du tout. Pour ne pas avoir ça à gérer, si les gens sont peu là, c'est très compliqué, en effet. Hein, et donc, ceux-là, ils ont accès à des points d'apport volontaire. Ils déposent leurs sacs dans les points d'apport volontaire, ordures ménagères, emballage, les verres et les papiers, il y en avait déjà. Donc, ça... cette possibilité est donnée, plus de bac. Après, en effet, quand ils louent et que les propriétaires ne sont pas là, l'idée c'est qu'ils aient la carte déchetterie, donc voilà, qui leur permet d'ouvrir les bacs d'ordures ménagères, parce que le bac d'ordures ménagères ne s'ouvre pas comme ça. La possibilité d'ouvrir un bac d'ordures ménagères ne sera donnée qu'à ceux qui n'ont plus de bac. Voilà, d'accord ? Et puis à certains secteurs aussi, pour des gens qui ont du bac encore, mais qui sont sur un secteur très délimité, sur la côte essentiellement. Hein, en effet, comme on l'avait tout à l'heure, pour des gens qui veulent garder leur bac encore. On est dans une période de transition, si vous voulez, là. Hein. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis ? Je voudrais juste rajouter quand même par rapport aux bailleurs sociaux, pour répondre à la question, bien évidemment, déjà, bon... je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a pris la décision d'aller à la levée plutôt qu'à la pesée. Ça fait quand même plus de 2 ans qu'on travaille sur le dossier avec les commissions. Il y a quand même des commissions au sein de la communauté de communes. Donc les commissions ont beaucoup travaillé. Les choix ont été pris. Les bailleurs sociaux ont été rencontrés. Donc avec eux, il y a effectivement des discussions qui ont eu lieu, qui ne sont pas terminées encore. Donc effectivement, tout se met en place, on va dire tout naturellement. Il faut laisser le temps au temps. Il va y avoir surtout énormément de communication, je pense qu'on va peut-être en reparler après, qui vont être faites dans les semaines qui viennent, à travers des distributions de documents. Et puis le principe étant, je parle pour la ville de Luçon principalement, c'est d'aller à terme effectivement sur des bacs enterrés partout. Mais il faut y aller doucement. Bien évidemment, des points d'apport volontaire effectivement qui soient fixés un peu partout. Dans l'immédiat, les bailleurs sociaux ont été contactés et ils savent ce à quoi ils s'attendent. Ils le savent très bien. Non, oui, on est d'accord. Hein. Sur les territoires ruraux, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore de cela. Alors, l'apport en déchetterie, ça peut être envisageable, mais ce n'est pas prévu dans les premiers temps, parce que c'est une entrée de déchetterie en plus et tout. Donc, pour le moment, on continue sans toucher à rien pour les territoires ruraux. Mais il est clair que des points d'apport volontaire ordures ménagères, dans les années à venir, seront certainement mis en place dans des communes hors littoral pour répondre à ces besoins-là. Mais
je te laisse pas laisser espérer grand-chose, Jo, pour Saint-Martin-l'Art. Hein, voilà. Mais dans le secteur, il y aura moyen de faire quelque chose. Voilà. Et les gens savent bien se déplacer pour déposer leurs déchets quand... voilà. Ça va? Oui, vas-y. Voilà. 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 Mais écoutez, ce n'est pas figé sur la durée, le nombre de levées dans le forfait, d'accord? Ça a été longuement discuté, en effet, cet aspect-là. Il y a des écarts énormes en termes de nombre de levées. Hein. Il y a des gens qui les mettent tous les 15 jours. Hein. Donc tous les 15 jours, c'est 26 levées. Hein. Voilà. Et puis d'autres, en effet, comme tu dis, qui font ça même pas une fois par mois. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. On pourrait parler des déchetteries aussi. Hein. L'autre jour, j'étais au Maingros, là, avec Nicolas d'ailleurs, et les agents faisaient remarquer les écarts énormes de rythme d'apport en déchetterie. Hein. Il y en a qui sont toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Voilà. Ah ben c'est sûr que ça va les changer, hein. J'en suis conscient. Voilà. Alors, l'incitation, ben voilà, on y va progressivement. On y va progressivement. Merci pour ces explications, merci pour le travail réalisé par les services, parce que c'est un gros travail sur un sujet pas facile. Prends le micro, peut-être un micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, bonsoir à tous. Oui, bravo pour le travail réalisé, Pierre, avec les équipes, les services. Il y a eu des différentes réunions dans les communes. C'est un sujet pas facile qui a été travaillé longtemps en avance. J'avais quelques questions. Alors déjà, les cas particuliers qui ont été présentés, c'est très bien en synthèse, parce que dans la synthèse des documents présentés, ils n'apparaissaient pas. Donc merci de les avoir récapitulés pour la réunion. Pour les dépôts sauvages par commune, c'était l'une de mes questions. Il était indiqué qu'il y aurait un bac. Est-ce que c'est un bac proportionnellement à une certaine population ou c'est un bac par commune? Voilà, donc là, on adaptera aux communes. Hein. C'est D'accord. clair que les collègues de la tranche, si on leur dit qu'un bac de 660 litres, là, ça va réagir. Ça va être dur. Voilà. Et puis, dans ma commune, 660 litres, on n'en a pas besoin à ce point-là. Voilà. Donc ça sera adapté. Oui. Merci pour les communes concernées. J'avais une question sur les associations. Donc pour les associations caritatives, la réponse a été apportée. Juste une observation sur les tarifs déchetterie pour les extérieurs à la communauté de communes. Est-ce qu'on a une tarification qu'on a observée? Est-ce qu'on a benchmarké? Est-ce qu'on a parangonné avec les tarifs des communautés de communes autour? C'est-à-dire, en fait, comme il y a un tarif spécifique, il n'y a pas de tarif spécifique extérieur, ça sera le forfait plus le tarif au passage. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on a un tarif moins onéreux, que d'autres, que des personnes viennent des communautés de communes extérieures? Bon, on a mis du barriérage dans plusieurs déchetteries, pas tout encore, mais dans pas mal, dans plusieurs. Luçon, il va en avoir bien, ça va être fait bientôt. Et donc, on a vu la différence déjà. Il y a plein de gens qui venaient dans nos déchetteries, ils n'y viennent plus. Donc là, maintenant, cela ne concerne plus que les professionnels qui pourraient avoir une carte d'accès, en effet, mais c'est des gens qui travaillent sur place. Ils ne vont pas acheter une carte d'accès 97 €. En plus, les déchets qu'ils déposent à la déchetterie, ils vont payer. Hein, ce n'est pas gratuit pour les entreprises. Donc, alors, le différentiel de tarifs selon les communautés de communes, c'est clair que on n'est pas du tout sur les mêmes bases selon les communautés de communes. Hein. L'organisation des services est très différente selon les secteurs. Donc chaque communauté de communes fait du mieux, mais je peux te dire qu'on ne cherche pas à faire moins cher pour attirer du monde, ça serait plutôt le contraire. Justement, Hein, oui, c'est ça le risque, voilà. c'est de ne pas avoir un tarif... Bon. Ah, d'accord.
Donc voilà. Oui, mais 2 euros, voilà. Pour le passage, voilà. C'est sur les tarifs Voilà, des... au passage, c'est départemental parce que justement, comme effectivement avec Trivalis, il y a quand même moyen d'uniformiser, donc c'est uniformisé. Donc il n'y a pas de risque comme ça qu'il y ait des transferts d'une Comcom à l'autre. Très bien, bonne réponse. Merci. C'est Oui. j'attendais. Guillaume me fait préciser qu'en effet, le prix à la tonne est harmonisé au niveau départemental. D'accord. Donc, voilà. Parfait, merci. Voilà. Pour terminer, il avait été annoncé, on en avait parlé, j'étais présent à la réunion à Mareuil, il avait été annoncé des simulations de facturation pour cette année 2025. Malheureusement, les usagers et les entreprises et les communes n'ont pas reçu ces simulations, elles n'ont pas pu être produites. C'est dommage, parce que ça aurait permis certainement de calmer les choses et de communiquer plus favorablement. J'entends qu'il va y avoir de la communication dans les semaines à venir. C'est vrai qu'on délibère aujourd'hui et on n'a pas ces simulations. Donc personnellement, je m'abstiendrai sur cette délibération. En effet, on avait parlé il y a plus d'1 an de ça, d'une année blanche en 2025. Mais le problème qu'on a eu, c'est que le logiciel qui permet de gérer toutes les données, etc., on a mis beaucoup de temps à le récupérer. Parce que l'organisme avec lequel on avait fait le marché, il y a eu des renouvellements, des évolutions et tout, si bien que le logiciel, on l'a depuis peu de temps. Et toute cette phase, en effet, qui aurait pu permettre d'enregistrer des entrées en déchetterie, des nombres de levées cette année, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Donc, c'est l'année 2026 qui va nous servir d'année blanche en réel, mais qui sera facturée, évidemment. Voilà. Et au fur et à mesure, on adaptera. Ça, mais c'est un point important, en effet, ça. On n'en est pas, c'est pas entièrement satisfaisant, mais on s'adapte à la réalité. Et puis, dernier point, la communication, en effet, elle est prête. Donc, vous devriez recevoir dans les 15 jours, 3 semaines, voilà, tous les éléments dans vos boîtes à lettres. Voilà. Dès demain en mairie, dit Nicolas, tu vois. Ça va ? Oui, moi je voulais intervenir, bonsoir à tous. C'était par rapport au travail qu'a souligné Dominique sur le travail des commissions où on a planché, j'en fais partie, avec d'autres. Et un sujet qui avait été évoqué, c'est le coût de l'enlèvement des ordures ménagères pour les collectivités. J'ai assisté à toutes les commissions, mais je suis surpris de voir à bon escient que 373 € ont été enlevés par conteneur en accès au service. Il reste toujours les 97, mais au moins 373 € qui ont été enlevés de chaque conteneur. Mais je suis dorénavant quand même très inquiet quand on multiplie 22 par 52 semaines, le coût d'un conteneur c'est 1144 €. J'appelle chaque maire à faire attention parce que quand on va multiplier par le nombre de conteneurs, on risque en fin d'année d'avoir des surprises sur la facturation, quoi. Donc là-dessus, je suis un petit peu surpris qu'on n'ait pas avancé plus, quoi. Alors, le contact avec les communes a eu lieu. Il y a eu un contact avec les communes pour optimiser le nombre de bacs réellement utilisés dans chaque commune. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de bacs dans les communes, souvent qui étaient des bacs de réserve, qui servaient pour des événements. Bref, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, ce travail-là, de base, a été fait. Maintenant, il reste, en effet, c'est vrai, à chaque commune de s'assurer que des bacs ne soient pas mis à la collecte avec un seul bac, avec un seul déchet dedans. Voilà. Ça, c'est important, et parce qu'en effet, le coût ne sera pas le même. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, ça veut dire que l'année qui vient aussi, il y aura une poursuite de travail au niveau prévention avec les communes pour vraiment travailler avec les communes pour voir au cas par cas, fonction de chaque situation, comment on s'y prend, etc. Il y a un travail à faire là-dessus, qui est commencé, mais qui est qu'à poursuivre, pour limiter les coûts, ça c'est clair. Oui, parce que je veux dire par là, c'est quand il y a de nombreux sites sur une commune, on a tous des sites éloignés les uns des autres, ça veut dire que ça va contraindre nos agents techniques à prendre les poubelles dans un endroit pour les amener dans l'autre pour compléter les bacs, quoi. C'est là-dessus que je veux venir aussi, quoi. Bon, c'est pas des bacs, c'est pas des ordures ménagères le plus souvent, c'est plus souvent des emballages et tout ça, voilà. Et puis des apports en déchetterie. Les communes sont concernées beaucoup par les apports en déchetterie. Et donc, vous aurez remarqué que les apports en déchetterie pour les communes, il n'y a que les déchets verts, uniquement qui sont facturés. Le reste, aucun problème. Voilà. Mais
il y aura de la vigilance à avoir, ça je suis d'accord. Je vais juste compléter les propos de Pierre. Donc, il l'a dit, je crois qu'il y a un travail de rationalisation à faire et on a initié ce travail auprès des collectivités. Les agents sont venus et on s'aperçoit, moi le premier dans ma commune, que finalement, on a pléthore de bacs qui ne servent pas à grand-chose. Donc, il y a ce travail-là à faire. Et je crois qu'en tant que collectivité, puisqu'on parle de RI, on a aussi, nous, notre responsabilité, montrer qu'on s'engage dans la démarche. Ça nous semble important. De dire aussi que ce que les communes ne paient pas, puisqu'on doit récupérer 9,3 millions, c'est autant d'argent qu'il faut aller chercher sur le contribuable. Donc il est normal aussi que les communes assument en fait une part de la charge. Et puis, troisième point à relever, c'est que juridiquement, si les communes ne paient pas, on a une fragilité au regard de l'usage du service. Donc je le dis parce qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment rappelé, mais le règlement était très court si effectivement les communes ne participaient pas financièrement. Donc là, je pense que et d'ailleurs tu l'as dit, ça a été évoqué dans le cadre des commissions, c'est ce travail de commission, et ça me permet de rebondir sur ce que tu disais Arnaud. Le travail, il a été initié il y a très longtemps. Alors c'est vrai que peut-être tu découvres le sujet dans son ampleur aujourd'hui, mais il y a énormément de problématiques sur lesquelles on a planché. Ça a été dit, sur les personnes malheureusement fragiles avec des obligations de soins, ça a été vu. Le cas des assistantes maternelles, ça a été vu. Et c'est aussi pour ça qu'on a autant de tarifs. C'est parce qu'on a autant de tarifs que de cas particuliers. Donc nous, on est là en conseil. L'usager qui aura besoin, on sera là pour l'épauler, choisir le meilleur tarif possible. Comme tu l'as dit aussi, Laurence, sur la côte, on a eu un point de vigilance avec un déploiement à la fois sur le littoral, mais sur le rétro-littoral, avec des communes comme Trieste, Saint-Michel, qui ont des particularités. Et j'entends aussi ce que tu dis, Joe, on est sur une première marche, step by step. Donc peut-être que par la suite, on multipliera en fait les points d'apport volontaire sur les communes avec des particularités touristiques, ou celles qui en feront la demande. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas les premiers. On a la chance en fait d'avoir autour de nous, et surtout en Vendée, une expérience forte, et tu l'as rappelé, d'une vingtaine d'années. Je ne dis pas que ça va se passer crème, c'est pas vrai. Et on a besoin de vous d'ailleurs, les élus et vos secrétaires de mairie qui seront en première ligne, pour nous aider à franchir le pas. Et puis on n'est pas plus bête dans le sud du littoral qu'ailleurs, on va y arriver. Donc, et au niveau benchmark, j'entends ta remarque effectivement, Gaël. On est plutôt pas mal placé en termes de tarification par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui, avec un certain nombre de passages. Si on prend nos voisins de Vendée Grand Littoral, eux, ils sont sur un nombre de collectes beaucoup moindre, et c'est pas sans poser de difficultés. Donc tu as raison, c'est à terme, il faut effectivement tendre vers une réduction le plus possible de déchets. Le choix qui a été fait par les élus, c'est de se dire, là encore, step by step, on prend le temps, on part sur le 14-18, et puis bien évidemment que dans le cadre de l'incitatif, demain, on ira vers une réduction de ce nombre de passages. Mais il faut y aller en douceur. C'est un sujet sensible, vous le saviez aussi bien que moi. On est là pour... c'est une transformation d'ampleur. Il faut y aller tranquillement, sans qu'on se fragilise aussi financièrement, parce que c'est un choix fort pour la collectivité. Moi, je vous rappelle que l'ATOM, c'est une solution de facilité. C'est de l'argent qui rentrait tous les mois sans fragilité sur le budget principal, avec une augmentation des bases tous les ans, une augmentation de la recette. Là, on a fait un choix aussi très fort de dire on est sur un budget annexe. Il va falloir sortir sur les premiers mois quasiment 5 millions de trésorerie. Donc autant dire que ce choix-là, il est fort, et on l'a fait, on l'assume, mais ce n'est pas sans conséquence pour l'ensemble de vos collectivités et de Sud-Vendée Littoral. Donc voilà, merci, c'est ce que je voulais dire. Je voulais juste rebondir rapidement. Moi, je ne découvre pas l'ampleur du problème, il n'y a pas de souci. Ça fait 2 ans déjà qu'on a choisi. Pour moi, c'était un mauvais choix. Après, c'est un choix qu'on a fait. La levée plutôt que la pesée. Je répète, moi je vais voter contre cette délibération parce que je suis pour la levée. Je pense qu'elle est beaucoup plus juste pour tout le monde. Pardon, la pesée, parce que la levée, une poubelle de 500 grammes et une poubelle de 5 kilos, ça comptera une levée. Je trouve pas ça logique. Et je répète, ça n'incite pas les gens à moins produire de déchets, mais ça va plutôt inciter les gens, ça va être mon cas comme beaucoup j'imagine, à se rapprocher des voisins pour faire une poubelle commune. Ouais, très bien. Mais je répète, ça va pas inciter les gens à moins produire. Non, c'est ça le problème. J'avais juste une question qui n'a pas été évoquée. Tant mieux, c'est vrai que le camion va aller plus vite, il va passer 52 fois par semaine. Mais je répète, l'objectif c'est de diminuer le nombre de la quantité des déchets. Une question, à un moment donné, sur un des tarifs, on parle de plus de 52 levées. Alors je voudrais savoir si on peut comptabiliser 2 levées en une seule fois pour dépasser les 52. Parce qu'il y a 52 semaines, j'imagine que le camion passe une fois par semaine. Comment peut-on arriver à plus de 52 ? Non, c'est pour ceux qui... c'est un apport volontaire, des professionnels qui, sur la côte notamment, sont prélevés plusieurs fois par semaine.
D'accord, peuvent c'est là que ça va. dépasser- et peuvent dépasser. Voilà. Ok. Pour les communes, il y a peu de chances que ça arrive. Bah, logiquement, non, il n'y a que 52 levées, c'est pour ça que ça pouvait poser souci. Ah non, mais après, voilà. Je ne vais pas danser là-dedans, ouais, parce que, oui. Est-ce qu'on peut passer aux délibérations? Ça va? Autre question? Et puis les questions ne sont pas finies, parce que donc, la première délibération, si vous voulez, porte justement sur l'instauration de la redevance d'enlèvement avec la fixation des tarifs. Donc je ne vais pas reprendre les tarifs à ce stade-là, évidemment. Hein, voilà. Je tiens à souligner quand même que ça fait beaucoup de chiffres, mais que chaque foyer n'est pas concerné par 2 tableaux, par un seul tableau. Donc l'important, c'est que chacun voit ce qu'il concerne lui, et c'est relativement simple à l'arrivée. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc sur cette première délibération, en effet, c'est vrai que c'est pas anecdotique. On vous propose d'instaurer cette redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitatives, hein, de fixer les tarifs de cette redevance à partir du 1er janvier 2026. Voilà, ces tarifs, en effet, dire qu'ils sont applicables au 1er janvier. Et vous chargez, Monsieur le Président, d'exécuter cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions encore avant de décider? Des remarques? Donc je vous demande qui est contre cet avis, qui s'abstient. 2, 3. D'accord. Merci pour ce premier vote et du débat qui a eu lieu avant. Alors, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, en effet, ce service que l'on fait en régie, malgré tout, cette compétence sera financée par la redevance, et donc un service lié aux déchets constitue un service public industriel et commercial lorsqu'il est financé par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, cette régie, donc, on souhaite qu'elle soit dotée de l'autonomie financière, et je vous indique que la création de la régie à la seule autonomie financière paraît la solution la plus adaptée. Hein. Elle permet de procéder à l'individualisation du service, les factures, on vous a montré tout à l'heure, voilà. Et puis en même temps de conserver la maîtrise des orientations stratégiques assignées au service par la communauté de communes. Ce n'est pas une délégation de service public. Donc le service public reste intégré à la collectivité. Alors je rappelle que l'unité du service déchets concernée par ce fonctionnement, c'est à la fois l'unité collecte, l'unité parc automobile, parce qu'il faut reconnaître que le parc automobile de la communauté de communes est à plus de 80% pour le service déchets, l'unité déchetterie évidemment, et puis l'unité facturation relations usagers, qui aujourd'hui s'est renforcée considérablement pour répondre à tous les besoins, à tous les cas de figure. Est-ce qu'il y a des questions autour de cette création de SPIC? Vas-y, Cédric. Donc, l'impact des impayés, alors on n'a pas de référence pour nous, ça serait théorique. On a ce qui se passe dans tous les territoires, on a quand même de nombreuses références par rapport à cela, et donc on observe que les impayés représentent largement moins de 5%. Voilà. On est plutôt en général à 3, 3,5, pas plus. Voilà. Il y a les délais éventuellement à prendre en compte, d'où la trésorerie nécessaire dont a parlé Nicolas. Voilà. Mais voilà, ça c'est... On a ces références-là, mais voilà, on verra bien comment ça se passe. J'ai envie de dire, le service est au taquet maintenant. On a des agents qui sont vraiment en place, qui ont pris la possession de tous les outils pour que tout fonctionne, pour répondre à toutes les demandes des gens. Voilà. Voilà. Vas-y.
Oui, non, juste compléter, c'est effectivement intégré dans nos calculs. Hein, Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis de dire que depuis que on a arrêté de collecter les bacs qui n'étaient pas pucés, parce que ça s'est fait récemment, je peux vous dire que on a eu beaucoup d'appels et de passages au siège intercommunal et les gens ont bien compris que on ferait ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait trop de trous dans la raquette. Donc ça a été suivi des faits. Et les 2 millions, bien sûr, on en discutera, mais c'est une avance qu'on fera du budget principal. C'est pas une subvention, c'est bien une avance que je proposerai de faire du budget principal vers le budget SPIC. En effet, on a 2 moyens pour que les gens se déclarent et participent à la facturation. C'est en effet le puçage des bacs. Quand ils ne sont pas pucés, ils ne sont pas prélevés. Ils ont un post-it rapidement, puis les gens, quand leur bac n'est pas prélevé, ils le voient rapidement. Première chose. Et deuxième chose, actuellement, il y a 2 agents qui circulent, notamment à Luçon, pour identifier tous les gens qui ne s'étaient pas déclarés, parce que pour des tas de raisons, voilà. Donc, il y a une mise à jour, et donc c'est des foyers en plus qui arrivent. Voilà. Donc, si je peux me permettre, oui. Justement, par rapport à ça, on voit bien quand même qu'il y a des bacs qui restent quand même pleins actuellement, qui ne sont pas ramassés, bien sûr, du fait de cette politique qui est mise en place, et on peut le comprendre. Il faut inciter les gens à venir effectivement à la communauté de communes pour s'inscrire. Par contre, le passage des ambassadeurs ou ambassadrices là, qui viennent actuellement sur nos communes pour porter cette information, moi, j'aurais souhaité quand même, si c'était possible, mais c'est un message que je lance, qu'il puisse passer en dehors des heures de service, parce que malheureusement, les personnes travaillent, ils ne sont pas forcément joignables, et moi je vois, j'ai demandé ce matin une réunion malheureusement, je suis obligé de demander des réunions au sein de la communauté de communes par rapport au ramassage des déchets, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de poubelles qui restent en place, et on me fait savoir, mais oui, mais les gens travaillent, ne sont pas chez eux, donc c'est assez compliqué que de les contacter. Donc j'aimerais, tu me dis que c'est fait, bon, c'est très bien. Si effectivement il peut y avoir en dehors des heures de service, entre midi et 2 et peut-être le soir, en début de soirée, même le samedi, oui, voilà. On puisse essayer de contacter ces personnes, parce qu'autrement on va avoir malheureusement des bacs un peu partout. Non, mais on est conscient de cette réalité-là, et donc Guillaume me souffle avec raison, c'est que tout est prévu, et qu'en effet il y a des horaires décalés qui vont être utilisés, le samedi également, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il faut du temps pour avancer là-dessus. Ouais. Donc, cette deuxième délibération, on vous demande d'approuver la création de la régie, dotée de la seule autonomie financière pour la gestion de la compétence collecte et traitement des déchets ménages, à compter du 1er janvier 2026, d'approuver, alors je ne vous ai pas parlé des statuts, vous les aviez eus en document annexe, voilà, pour le fonctionnement de ce SPIC, de confirmer le montant de la dotation initiale, alors voilà, qui sera de 2 millions d'euros, donc Cédric l'a souligné, et d'autoriser bien sûr le président à signer tout cela. Est-ce qu'il y a d'autres remarques encore à cette occasion-là? Qui est contre cette mise en place du SPIC? Qui s'abstient? Merci de l'unanimité des votants pour ce point-là. Alors je vous propose maintenant de passer au règlement de facturation de la redevance de collecte et de traitement des déchets, puisqu'en effet, avec la mise en place de la redevance, ça suppose tout un règlement pour gérer tout cela, très en détail. Alors, vous avez certainement lu en détail ce document qui fait... alors, vous avez eu un document, je crois, d'ailleurs, avec commentaires. Voilà. Donc, c'est bien, en plus, les commentaires. Voilà. Un document de 18 pages. Je ne vais pas vous le dire en détail. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement, que vous auriez des questions qui seraient soulevées à cette occasion? Parce que ça, c'est vraiment le fonctionnement qui va être quotidien pour les agents, pour les filles qui sont en contact avec tous les usagers, pour le service finance de la communauté de communes. Voilà. Ça, voilà. Ça a été largement travaillé. Qui est pour... Alors donc voilà, troisième. Donc on vous demande d'approuver ce règlement de facturation de la redevance de collecte et de traitement et d'approuver sa mise en place à partir du 1er janvier. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient?
merci d'approuver à l'unanimité ce point-là. Alors, on a encore 2 points. Le règlement intérieur de collecte de déchets. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà, mais qu'il faut repréciser compte tenu de la nouvelle organisation. Donc, il y a un nouveau règlement intérieur. Voilà. L'objet de ce règlement est de définir les conditions et modalités de la collecte sur tout le territoire, avec des rythmes différents, etc. Je ne vais pas vous lire le détail de ce règlement qui fait un certain nombre de pages. Voilà. C'est le plus gros d'ailleurs. Il fait 30 pages. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce règlement de collecte? Mais on en a déjà parlé entre lever et peser, tout et tout. Voilà. Il y a des choix qui ont été faits, obligatoirement. Qui est contre la validation de ce règlement de collecte? Qui s'abstient? Merci à vous. Et puis le dernier point, c'est le règlement intérieur des déchetteries. Alors il y a peut-être un point un peu spécifique dans ce règlement qu'il faut vous souligner. Dans le règlement des déchetteries, vous l'aurez observé peut-être, à la page 11, il y a des horaires d'ouverture qui changent. Donc il y a peut-être des questions autour de ça. Il y a une volonté de ne pas alourdir évidemment le temps d'agent pour les déchetteries. Pour autant, il y a une volonté de faire des journées entières plutôt que des demi-journées. Et pour les usagers, on voit bien qu'on retient plus facilement une journée d'ouverture qu'une demi-journée, parce qu'à chaque fois, il faut se dire, oh là, c'est quand, c'est... Voilà. Donc ça. Et deuxième point important aussi, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est que tous les samedis, il y a la volonté que toutes les déchetteries soient ouvertes le samedi. Voilà. Voilà. Et alors, avec un autre point aussi, la période d'été et la période hiver, notamment pour la côte, c'est important. La période d'été commence le 1er avril et se terminerait le 31 octobre. Actuellement, ça se terminait au 30 septembre. Voilà. Donc on voit bien que septembre-octobre, il y a encore du monde sur la côte. Et la période d'hiver, mais en conséquence, elle est commencée depuis 15 jours, 1er novembre, jusqu'au 31 mars. Voilà. Ça, alors, puis la déchetterie après, donc l'histoire du badge et tout est détaillé dans ce règlement. Voilà. Questions par rapport à tout cela? Qui est contre la validation de ce règlement? Qui s'abstient? Merci de votre unanimité. Eh bien, Monsieur le Président, j'en ai fini. Merci beaucoup, Pierre. Oui, bien sûr. Je voudrais te remercier, Pierre, pour avoir mené, non pas à son terme, parce qu'on n'est qu'au début, finalement. Mais en tout cas, ce dossier d'ampleur, saluer les services aussi, parce que ça a été, et c'est encore, un sujet qui est très, très chronophage, sur lequel on passe des heures à réfléchir, à échanger. Je le dis et je le répète, on n'est pas à l'abri d'un trou dans la raquette, parce que certainement le cas auquel on n'aura pas pensé. Pour autant, on s'adaptera et vraiment remercier toutes celles et ceux, toutes les parties prenantes là, qui nous ont permis d'aboutir à ce passage à l'ARI, et puis remercier les élus autour de la table pour votre participation, parce que c'est demain que ça commence. Donc, et on sait que, je l'ai déjà dit, mais on sait que c'est vous qui serez sollicités et vos secrétaires de mairie. Donc bien sûr, on est là, on est en appui, et même il ne faut pas hésiter à envoyer vers nous, mais je sais très bien que dans la pratique, c'est la porte de nos mairies qui seront poussées initialement. Voilà, donc merci à vous pour votre soutien sur ce dossier-là, qui aura duré, parce qu'on y est quand même depuis le début. Voilà. Merci Pierre. Et merci Guillaume, son équipe, et la direction générale bien sûr, et l'ensemble des pôles. Alors, la délibération suivante, c'est la 6e, elle concerne donc le SIAS. Comme tous les ans, je vous propose d'attribuer une subvention d'équilibre. Pour cette année, le montant proposé, il est de 10 769,43 € pour permettre l'équilibre de ce budget. Est-ce que vous avez des observations à formuler, des questions à poser ?
Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. La délibération suivante, elle concerne la modification des amortissements sur le budget principal, le 700, comme vous le savez. Donc on continue en fait à fiabiliser nos actifs avec le service SGC de Sud-Vendée Littoral, et on a constaté un certain nombre d'anomalies, et donc ce qu'on souhaiterait, c'est reconstituer bien sûr les amortissements qui s'effectuent par des opérations non budgétaires. On a besoin pour ça de prendre une délibération. Les écritures, elles seront comptabilisées par un débit donc au 1068 pour les excédents de fonctionnement, avec une écriture en crédit, et puis pour la réduction des amortissements, on sera simplement sur un débit toujours au 1068. Je ne vais pas vous lister l'ensemble des réductions et autres, puisque vous aviez l'ensemble des éléments dans le corps de la délibération. En revanche, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis tout disposé à y répondre. Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Alors ensuite, j'en suis navré, mais il faut, c'est le point numéro 8 qui concerne donc la réitération des garanties pour le prêt PLS qui concerne donc l'EHPAD de Vouillé. Il y avait des coquilles sur notamment les conditions fournies dans la délibération précédente, donc il nous faut abroger la délibération qu'on avait prise lors du dernier conseil communautaire et donc apporter les modifications qui vous sont proposées donc sur le tableau que vous aviez donc dans le corps de la délibération, avec les bonnes caractéristiques qui concernent cet emprunt. Des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Ensuite, on a la deuxième DM sur le budget SPIC, assainissement. Simplement, ce qu'on vous propose, c'est d'inscrire en fonctionnant 1500 € pour la constatation de créances douteuses, et donc de réduire d'autant les dépenses imprévues pour être à l'équilibre et pour ne pas avoir de crédit supplémentaire à voter. Des questions? Pas de questions, des gens sont contre, s'abstiennent, je vous remercie. On a ensuite une DM sur le budget principal. Donc là, ça concerne l'étude survey qui est en cours. On a le montant précis, donc 108 746. Et pour équilibrer, puisqu'on est en investissement, on n'a pas besoin de crédit supplémentaire, simplement on va réduire en fait le 23-13 du même montant, 108 746 €. Des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Alors ensuite, on propose dans le point 11, toujours pour le budget SPIC assainissement, de modifier les conditions d'amortissement des immobilisations. Pour la faire simple, là c'est pareil. On propose en fait pour la partie réseau d'assainissement donc de passer en amortissement de 30 à 50 ans, et puis sur le 21-58, tout ce qui concerne les autres installations, matériel, outillage technique, en fait de dissocier, puisqu'on avait une seule et même condition d'amortissement qui était qui était de 7 ans, et là on veut dissocier les autres installations qu'on passerait sur 15 ans et maintenir les matériels outillage technique, eux, sur 7 ans. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces modifications? Pas de questions, des gens sont contre, s'abstiennent. Merci. Le point 12, c'est, je dirais, la suite logique de ce qu'on a voté en début de séance, à savoir la création du budget déchets ménagers. Donc vous le savez, je ne vais pas vous refaire l'intégralité de ce qui se passe, mais donc à partir du 1er janvier 26, la compétence sera exercée par le SPIC, donc ce ne sera plus sur le budget principal. Et il nous faut donc créer ce fameux budget déchets ménagers et assimilés. Et je vous précise que ce budget-là, quand même, ne sera pas assujetti à la TVA et qu'on sera en M4. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, des gens sont contre, s'abstiennent, je vous remercie. Le point 13, c'est une attribution de compensation, elle concerne la commune de Saint-Étienne-de-Briloué. On est sur une révision libre de l'AC. Alors, une ferme photovoltaïque a été mise en service dans le courant de l'année 2022 sur la commune de Saint-Étienne-de-Briloué. Et donc, vous le savez, ce type d'installation génère de l'IFER, de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau. La commune de Saint-Étienne-de-Briloué, et on a déjà eu le cas par le passé, mais est tombée un petit peu entre les gouttes, puisque le législateur ne prévoyait pas de reversement de fiscalité pour les communes au moment où l'installation s'est mise en route. C'était vrai avant et c'était vrai après.
mais il y a eu une petite période pendant laquelle on refusait de reverser donc, la fiscalité aux communes, au profit principalement de l'Interco. Donc pour réparer cette injustice, on va dire, on vous propose de repartir sur ce qui se faisait avant et ce qui se pratique aujourd'hui, à savoir reverser les IFER à hauteur de 20% à la commune de Saint-Étienne-de-Brilouet. Et ce qu'on vous propose aussi, donc c'est de l'appliquer bien sûr pour l'attribution de compensation sur les années à venir, mais de faire le rattrapage pour l'année en cours avec les exercices 23-24. Est-ce que vous avez des questions? Simplement peut-être vous dire que pour 25, le montant de l'AC, au lieu d'être à 80 496,81, donc avec les exercices antérieurs, on sera à 99 807,61 €. Et à compter de 26, on passerait à 87 650,41. Est-ce que vous avez des précisions? Est-ce que éventuellement, Jackie, si tu veux, tu peux intervenir. Voilà, c'est aujourd'hui la commune ne perçoit rien. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Très bien, merci pour la commune. Le point 14, on est donc sur la construction du siège communautaire. On vous propose de passer à la phase APD. Donc on vous remet quelques visuels du siège communautaire. On est rue de Lattre, comme vous le savez, à Luçon, en lieu et place de l'ancien garage Citroën désormais déconstruit. Et vous avez donc une projection avec comment... Juste revenir en arrière, je ne sais pas qui a... pardon, rappelez qu'on a souhaité donc sur cette rue très passante, hein, avec un nombre de véhicules assez conséquent journalièrement, avoir une partie plutôt donc parking pour les visiteurs à l'avant, avec beaucoup de végétalisation de part et d'autre du bâtiment, pour apporter voilà, une touche de végétalisation sur ce bâti. On est sur un bâti qui fera voilà, quasi 3500 m² à terme. Donc par rapport à la phase APS initiale, on a retravaillé, on a redimensionné avec l'ensemble des services les besoins. On se retrouve avec alors notamment des besoins supplémentaires liés à l'archivage. L'archivage qu'on imaginait initialement en rez-de-chaussée, on va proposer de le faire en sous-sol. Et ça nous permettra en lieu et place de maintenir, d'accueillir les responsables de l'agence d'attractivité Vendée du Sud, à la fois la partie tourisme et la partie éco, qu'on souhaite avoir avec nous, avec l'ensemble en fait, du guichet, hein, qui sera le guichet quasi unique de la collectivité. Le faire comme ça nous permet, on le verra un peu plus tard ce soir dans le cadre du conseil communautaire, d'aller récupérer des subventions de la région au titre de la compétence économie. Donc en maintenant l'agence d'attractivité dans nos murs et notamment sur ce fameux rez-de-chaussée, c'est quasiment 900 000 € qu'on va pouvoir récupérer de la région. Donc on ne va pas s'en priver en période difficile. Donc voilà, il y a un surplus effectivement lié à cet archivage qui sera en sous-sol. On a également décidé de positionner la cuisine, enfin la cantine, la restauration, on va dire, des agents en R+1. Ce qui génère aussi une augmentation du coût, parce qu'il semblait difficile, comme c'était prévu initialement, de le laisser en rez-de-chaussée avec un flux voilà, d'usagers, puis des agents à déjeuner à proximité. Enfin, ça manquait de cohérence, donc les agents souhaitaient avoir un temps vraiment pour eux, en dehors d'une visibilité au public, ce qu'on peut bien sûr tous comprendre. Et on a fait aussi un choix fort d'avoir un système de chauffage en géothermie, plutôt que du tout pack qu'on voulait aussi, puisqu'on se doit d'être exemplaire, en plus du bâti qu'on aura sur l'ensemble de la toiture. On est sur un bâtiment exemplaire avec du biosourcé, donc on veut aussi, en matière d'énergie, s'engager sur de la géothermie, parce qu'on est sur un bâtiment qui va être là dans le paysage pendant, on l'espère, au moins une quarantaine d'années. Donc il faut que, comme on le disait tout à l'heure, on a aussi un devoir d'exemplarité. Donc tout ça génère du surcoût. On arrive aujourd'hui à une opération évaluée donc à 7 320 255,98 € hors taxe, ce qui donne effectivement une augmentation par rapport au prix de départ d'un peu plus de 16%. Et on arrive à 8 784 307,18 € avec la TVA. Donc je rappelle quand même qu'on a des recettes en face attendues, hein. Le plan de financement, vous vous rappelez, on imagine donc se séparer bien sûr du lieu où nous sommes, du siège actuel de l'Interco, d'un bâtiment sur Saint-Jean-d'Hermine. On quittera aussi, vous le savez,
le France Service, puisqu'on rapatrie la maison, comment dirais-je, France Service, qui est aujourd'hui au Forum, qui va revenir dans nos murs. Et puis, bien sûr, on quittera les locaux de la Vallée du Lait qu'on loue actuellement. Donc, on a bien sûr derrière une optimisation et puis surtout une synergie auprès des équipes. Et surtout, moi je le pense, c'est pour les usagers, un point unique d'entrée, que ce soit la collecte, que ce soit le guichet unique de l'habitat, que ce soit l'ADS, etc., etc. Tous les services qu'on propose aujourd'hui avec un vrai fléchage pour tous les gens qui sont amenés à nous solliciter. Voilà, sur ce projet. Les planches, je ne sais pas si on a vu toutes les planches, les visuels, donc voilà. Là, c'est donc le hall, l'entrée, avec cette vue un petit peu sur ce qu'on connaît aujourd'hui quand on arrive au siège, avec la vue sur les 2 étages. Et puis le siège, comme une projection du siège et de la salle du conseil communautaire, avec c'est une projection d'image, mais une projection de ce qui va pouvoir se faire. Et donc l'idée, c'est de voter la phase APD et de solliciter bien sûr les financements pour pouvoir, si tout va bien, lancer la consultation sur la première partie de l'année et démarrer les travaux, peut-être, si tout va bien, un peu avant l'été, ou en tout cas, au pire des cas, dans le 2e semestre de l'année prochaine. Est-ce que vous voulez des précisions, des questions pardon, Laurent, oui. Oui. On a un dimensionnement à hauteur d'un peu plus de 110 places aujourd'hui. On a 110 places à voir. On réfléchit aussi, je pense qu'il y aura des aménagements à réfléchir avec nos voisins, à la fois peut-être de chez But et aussi MTech, peut-être aussi réfléchir à des mutualisations. Alors c'est un peu tôt. But, il faut qu'on leur présente le projet, peut-être qu'on verra comment les choses se passent. MTech, c'est un peu différent puisque ça a changé de direction récemment, donc pour le moment, difficile de se projeter, mais je pense qu'il y a beaucoup de foncier à l'arrière et peut-être qu'à terme, il faudra aussi réfléchir à des mutualisations si besoin. Mais bon, là, on a un dimensionnement qui fonctionne largement aujourd'hui, quoi. Mais bon, je suis toujours prudent parce qu'à l'avant, on a une 20aine de places pour le flux public, donc ça paraît suffisant, mais voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'affranchir de réfléchir avec nos voisins à mutualiser des espaces demain, je pense. D'autres questions ? Pas de questions ? À ce moment-là, je mets à vos voix. Donc du coup, on l'a PD, la phase APD, donc on est sur le montant à 7 320 255,98 €. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent? Merci beaucoup. Les 7 délibérations suivantes sont pour le quasi même objet, donc je vais les passer assez rapidement pour vous expliquer, mais je veux dire, on est sur le marché de fourniture de carburant à la pompe, et puis tout ce qui concerne les jetons de lavage, et également l'approvisionnement en fuel domestique, GNR, AdBlue, et puis biocarburant. Donc c'est un marché qui était constitué de silos, et marché qui, vous le verrez dans la 21e délibération, c'est un marché qu'on a relancé et qu'on va donc conduire avec de nouveaux prestataires. Sauf que le temps d'attribuer ce fameux nouveau marché, on a une petite période durant laquelle on risque de se retrouver un peu court. Et donc l'idée, c'est de ne pas manquer en tout cas de carburant. Donc raison pour laquelle on vous propose d'avenanter l'ensemble des silos pour prolonger en fait l'ensemble des marchés. Sachant qu'il n'y a pas d'impact sur le prix ou sur les conditions, c'est vraiment du formalisme, mais on ne sait jamais, il ne faut pas qu'on se retrouve en panne de carburant sur la quelques périodes. Donc c'est du formalisme, je n'ai pas le choix que de le faire comme ça. Le lot 1, il concerne en fait la fourniture de carburant à la pompe par carte accréditive, réseau pro et jetons de lavage, et ça concerne donc ce qu'on appelle le secteur de Luçon. Là, comment on propose de le rallonger, et la société qui était initialement attributaire, c'est la société Ciplec, qui est donc basée sur Ivry-sur-Seine. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc les gens sont contre, s'abstiennent. Merci. Le lot 2, c'est la même chose, si ce n'est qu'on est sur le secteur de la Tranche-sur-Mer. Donc ici, l'attributaire, c'était la société Solumag de Luçon, et donc on propose de prolonger. Des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le lot 3, c'est la fourniture de carburant à la pompe par carte accréditive, mais sur le secteur de Saint-Termine.
Et l'entreprise qui était attributaire du marché, c'est l'entreprise Total Marketing France, qui est de Nanterre. Donc on propose de prolonger là aussi. Pas de questions, les gens sont contre, s'abstiennent, merci. Le lot 4, il porte sur l'approvisionnement en gasoil non routier et fuel domestique en plusieurs livraisons sur les différents sites de la collectivité. C'était la société CPO, Compagnie Pétrolière de l'Ouest, qui est à Nantes, qui était attributaire du marché. Donc là aussi, on propose de prolonger jusqu'à 31 janvier 26. Des questions? Les gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Et le lot 5, c'est l'approvisionnement et livraison d'AD Blue sur le site de l'atelier de Luçon. L'attributaire, c'était Star Truck, qui est à Dompierre-sur-Yon. Donc là aussi, on prolonge jusqu'en fin janvier 26. Des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Et puis, le dernier lot, il concerne l'approvisionnement et la livraison de biocarburant, donc ce qu'on appelle le B100, avec mise à disposition d'une cuve de stockage équipée d'une station de distribution et prise en charge des rétrofits et réchauffeurs sur les véhicules non équipés. L'entreprise qui avait le marché, donc c'est la CEPOL située à Paris. Et donc là encore, on propose de prolonger jusqu'à fin janvier 26. Des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Et donc là, 21, eh bien, la commission d'appel d'offres s'est réunie. Nous avions les 6 mêmes lots. Et donc, vous aviez un certain nombre d'entreprises qui ont postulé et répondu. Au terme de la commission d'appel d'offres, ce qu'on proposerait, donc, c'est de faire un accord cadre conclu à compter donc, du 1er janvier 26 jusqu'au 31 décembre 26. Et on pourrait avoir jusqu'à 3 reconductions, qui ferait 4 années au maximum. Vous aviez donc 9 candidats qui ont déposé un pli sur le profil acheteur de la collectivité. Certains ont répondu d'ailleurs à plusieurs lots. Sur le lot 1, on avait 4 offres reçues, le lot 2, 1 offre, le lot 3, 3 offres, le lot 4, 3 offres, le lot 5, 3 offres, et le lot 6, 1 offre. Après l'analyse, bien sûr, et puis une concertation de la CAO, on propose pour le lot 1 de retenir l'offre de l'entreprise DKV Euroservice, qui est située en Allemagne. Le lot 2, l'offre de l'entreprise Greenway à Saint-Denis. Le montant pour le lot 1, j'ai oublié de le préciser, c'est 68 983,93 €. Pour le lot 2, on serait sur un montant de 2140,80 €. Le lot 3, c'est encore l'entreprise DKV Euroservice qui serait sur un montant de 13 771,36 €. On a ensuite Total Energy Proxy Nord-Ouest qui est sur Nantes pour le lot 4 à 73 237,78 €. Le lot 5, on proposerait l'entreprise Picoty West de La Roche-sur-Yon. Le montant annuel indicatif, on est à 3 825. Et puis le lot 6, on a l'entreprise Oléosan, CEPOL, qui est située sur Paris. Et là, on a un montant estimatif à hauteur de 185 589 €, avec bien sûr la cuve comprise dans le lot. Est-ce que vous avez des questions sur ce marché qu'on a vu avec l'ensemble des membres de la commission, Pierre, Patrice, Lisiane était avec nous également, bref. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc à ce moment-là, je vous propose d'attribuer les lots tels que je viens de vous les présenter. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. C'est donc un accord cadre bon de commande pour la fourniture et l'installation de signalisation dans les zones d'activité économique pour la Comcom. Comme vous le savez, aujourd'hui, toute la signalisation est complètement disparate. La manière dont elle est installée, la manière dont elle est, le design. Et on a travaillé depuis un petit moment sur une harmonisation qui a été présentée en commission économique et qui a été présentée aux entreprises qui l'ont approuvé. Voilà, donc ça c'est la procédure d'appel d'offres ouvert pour la fourniture et l'installation de tous ces panneaux. C'est un accord cadre conclu avec un montant maximum de 300 000 € sur toute la durée du contrat. C'est un accord cadre qui au départ est de 1 an et qui pourra faire l'objet de 3 reconductions.
il y avait 2 critères, un critère technique 60% et un critère prix de 40%. Après, il y a 3 sociétés qui ont répondu et finalement c'est la société Giraud à Morez dans le 39 et Esvia à Belligny dans le 85 qui ont gagné avec un montant de 253 902,64 €. Voilà, donc ce qui est proposé, c'est d'attribuer ce contrat à ces 2 sociétés avec un maximum de 300 000 €, d'autoriser Monsieur le Président de signer et d'attester que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l'exercice concerné. Y a-t-il des questions? Non? Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Merci. Au suivant. Oui, donc la 23e délibération, c'est simplement dans le cadre du PUI, un avenant, donc c'est l'avenant numéro 1, par rapport, donc, bien sûr, avec l'élaboration de celui-ci, en phase avec, bien sûr, le cabinet qui nous accompagne aujourd'hui, donc qui est la société Planed. Donc on avait donc convenu avec eux dans la tranche ferme d'un montant de 317 100 €. Bien sûr, il y a eu la remise en cause du PLUI avec, dans le cadre des personnes publiques associées, lors de la phase d'arrêt du document. Et aujourd'hui, bien évidemment, il y a des modifications à apporter sur lesquelles les communes travaillent d'arrache-pied aujourd'hui. D'ailleurs, on les remercie pour la collaboration qui a été faite auprès des services justement qui sont en train de réviser donc, le PLUI. Bien évidemment, il y a donc dans cet accompagnement complémentaire une incidence financière qui est avec une plus-value globale de 46 950 €. Donc, soit une augmentation de 14,81% au marché initial. Donc, on vous propose effectivement d'approuver le marché qui passe de 317 100 € à 364 050 € hors taxe. Donc, d'approuver cet avenant et d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant et bien sûr d'inscrire les dépenses correspondantes au budget de l'exercice. Avez-vous des remarques particulières? Non, très bien. Écoutez, on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci. Donc pour le point 24, effectivement, c'est l'élaboration de la stratégie de la gestion des risques au changement climatique et on vous propose d'un avenant numéro 3. Donc effectivement, c'est relatif à l'élaboration d'une stratégie de gestion des risques donc au changement climatique pour l'ensemble de notre territoire. Donc ce territoire, effectivement, on avait conclu un premier marché relatif à l'élaboration de cette stratégie. Donc avec un marché public et une procédure qui était formalisée avec une tranche ferme à hauteur de 152 375 et une tranche optionnelle à hauteur de 56 250. On vous rappelle qu'effectivement, on avait aussi des coûts de demi-journée qui étaient facturés pour permettre de travailler, donc à hauteur de 20 demi-journées, qui avaient été attribuées à la SARL Nausea qui est située à La Rochelle. Mais on vous informe effectivement qu'on a eu la liquidation judiciaire de l'entreprise Calixi, co-traitant, et que les prestations prévues ne pourront donc pas être réalisées. Il convient donc de les supprimer du marché, de même afin de clôturer les prestations et de permettre la mise en œuvre opérationnelle du plan intercommunal de sauvegarde par la collectivité. Donc 2 actions sont prévues, la formation des élus et un exercice de mise en situation. Compte tenu de l'année 2026 avec les élections municipales, il est prévu de reporter effectivement, non pas en mars, mais en décembre, une partie de ces actions. Il est donc proposé ces prestations entre mars et décembre 2026 afin de réaliser avec les nouveaux élus. De ce fait, la durée du marché est donc prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. Donc l'avenant produit, il y a une moins-value globale de 10 950 €. Donc on passe donc d'un montant ferme de 152 375 à un montant total à 141 425. Et vous retrouvez ainsi pour les 3 phases, donc la phase diagnostic, la phase élaboration et la phase stratégie, pour l'ensemble des différents mandataires et co-traitants de cette étude. Donc il est donc proposé cet avenant 3 avec l'élaboration de la stratégie et avec effectivement la prolongation des délais d'exécution pour le mois de décembre. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci à vous. Donc je reprends, c'est concernant les dérogations au repos dominical des salariés pour l'année 2026.
comme vous le savez, comme on le fait chaque année, quand le nombre de dimanches sollicités excède de 5, c'est sur la ville de Luçon, pardon, et le maire de la ville de Luçon doit demander l'avis de l'EPCI. Donc c'est ce que nous faisons ce soir. Il y a pour les établissements de commerce, il y a 10 jours qui sont indiqués dans le document, et pour les établissements de commerce automobile, il y a 5 jours. Voilà. Je ne vais peut-être pas tous vous les lire. Enfin, si vous insistez, je peux le faire. Non? Bon. À l'unanimité. Donc, je vous propose d'émettre un avis. Pardon? Ah, d'accord. Il faut parler plus fort parce que j'entends pas. Donc, ce que je vous propose, c'est d'émettre un avis favorable aux propositions de dérogation de repos dominical de la ville de Luçon. Y a-t-il des questions? Non, je vous propose de voter. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non, merci. Les 2 délibérations suivantes sont des acquisitions de parcelles. Comme vous le savez, on a commencé à agrandir au niveau de Sébastopol, parce qu'il n'y avait plus de place pour qu'il y ait des entreprises qui puissent arriver. D'ailleurs, si vous vous souvenez, on avait déjà acheté un terrain sur cet emplacement sur lequel la serrurerie luçonnaise est venue installer son nouveau siège social qui est déjà bien avancé. Je suis encore passé devant l'autre jour. Donc là, ces 2 terrains, AB 979, en fait, ils appartiennent à monsieur et madame Moreau. Il y a 1000 et quelques mètres carrés qui sont vendus, qu'on achète, pardon, au prix de 3 € le mètre carré, ce qui fait 5163 €. Il y a bien sûr aussi cette parcelle étant occupée par un exploitant agricole de M. Boisselot, et il faut procéder à une indemnisation, ce qui est fait. Il va prendre un terrain pour la communauté de communes, sur la communauté de communes de 5000 m² sur une parcelle qui est au Manil-Régnier pour un loyer de 100 € l'hectare. Voilà. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'autoriser l'achat de la parcelle à 5163 €, donc c'est 3 € le mètre carré, d'approuver la conclusion d'un bail rural avec l'AERL L'Aligné sur les 5000 m², d'autoriser Monsieur le Président à signer ou de se faire représenter, et bien évidemment que les crédits sont disponibles. Donc ça, c'est le premier terrain sur Sébastopol. Quelqu'un a-t-il des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Et la deuxième, c'est la même chose. Donc c'est une acquisition de parcelles de terrain ZC 48 auprès de monsieur et de madame Maquin. Donc toujours dans le cadre de l'extension de Sébastopol, il faut faire venir des nouvelles entreprises. Dans ce cas-là... Ah d'accord, ok. Dans ce cas-là, c'est la surface est plus grande, hein. Il y a 8050 m², c'est toujours au prix de 3 € le mètre carré, ce qui fait 24 150 €. Et la même chose, là aussi, il y a un accord d'un agriculteur qui est sur place et une indemnité, M. Johan Maquin, d'un montant de 5000 €. Voilà, y a-t-il des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Et la dernière, pour ma part, c'est une cession d'une parcelle de terrain au Manil-Régnier. Donc, si vous vous souvenez, au Manil-Régnier, il y a une zone économique, il y avait tout un tas de parcelles en bas, et puis il y a les parcelles en haut. Et toutes celles du bas ont été vendues, les 6 du bas ont été vendues, et les entreprises ont commencé à s'installer, et on a commencé à vendre 2 qui sont en haut, que je vous présenterai une prochaine fois. Donc là, c'est Monsieur Couture qui va s'installer, qui va implanter un centre de contrôle technique. Il n'y en avait pas de ce côté, donc ça tombe bien. La surface du terrain est de 1510 m². Il va faire un bâtiment de 266 m². Et le tout est vendu au prix de 20 € hors taxe le mètre carré. TVA en sus. Quelqu'un a-t-il des questions? Non.
Donc bien sûr, pardon, je vais commencer par ça. Ce qu'on vous demande, c'est on propose, c'est de céder ce terrain, d'autoriser Monsieur le Président à signer ou de se faire représenter si nécessaire. Quelqu'un a-t-il des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Merci Bruno. Merci. Le point 29 concerne l'attribution d'une subvention de fonctionnement au SIAS. C'est un sujet qu'on a déjà abordé. Vous le savez, on a vendu en fait le bâtiment de l'ancien logement de fonction du directeur de l'EHPAD situé sur Saint-Jean-d'Hermine. On l'a vendu à l'office notarial de Luçon sur l'antenne située sur cette même commune. Le prix c'était 120 000 euros. Il y a eu un certain nombre de travaux d'entrepris. Le montant total de ces travaux, donc, qui étaient des frais de bornage, de division, de séparation de réseau, c'est 24 053,85 €. Et donc, eh bien, on vous propose de verser la différence entre les 120 000 et le montant des travaux au SIAS, puisque c'est un bâtiment qui lui appartient. Et le montant, c'est 95 946,15 €, si vous en êtes d'accord. Des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Et la délibération suivante pour Dominique. Oui, dans la 30e délibération, c'est un deuxième avenant concernant une convention d'action foncière initiée donc, entre l'EPF de la Vendée et la commune de l'Île-d'Elle. En fait, ça concerne tout simplement un projet de logement sur le secteur de l'ancienne briqueterie sur l'Île-d'Elle. Il y avait déjà, donc la convention était pour 2 ans. Le premier avenant l'avait basculé à 4 ans. Et là, maintenant, il est demandé donc, de modifier l'article 4 de cette convention pour effectivement passer la durée à 6 ans, la fixer à 6 ans. Voilà, on vous demande donc tout simplement d'accepter la passation de ce deuxième avenant. Des remarques particulières? Je ne pense pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Bonsoir à tous. Donc le point 31 donc, qui concerne la fixation des tarifs sur l'aire permanente d'accueil des gens du voyage à compter du 1er décembre 2025. Je vous épargne tous les chiffres du tableau. Il y a un changement qui concerne le dépôt de garantie à l'entrée. Le tarif actuel, c'est 100 €. Et à partir du 1er décembre, ça serait 50 € pour la simple et bonne raison, c'est que le gestionnaire, 100 € c'est trop élevé par rapport aux familles qui viennent. Donc ça sert à rien en fait de demander une somme qu'on n'arrive pas à avoir. Il vaut mieux mettre une somme qu'on est sûr d'avoir en fait. Voilà. Non mais c'est comme n'importe quelle sanction tout simplement. Donc voilà, et autrement, il n'y a pas de modification. Oui. Mais normalement, je pense qu'ils vont aller voir les habitants pour expliquer comment on fait du tri sélectif. Voilà. Non, mais au-delà de ça, tout le monde connaît les problématiques. Voilà. Par rapport au tarif, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et après, c'est très simple. Donc le point 32, donc l'aire de petit passage des gens du voyage, donc fixation des tarifs. Donc là c'est pareil, c'est le même changement. Non, il n'y a même pas de changement là. Si, c'est le même changement. Donc voilà, je m'y perds. En fait, il y a trop de changements, il y en a un. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et ensuite, il s'agit donc l'aire de grand passage. C'est ça, voilà. Et là, il n'y a pas de changement pour le coup. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait pas de changement à partir du 1er décembre? Oui, pour les tarifs, j'entends. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Oui, vas-y. Vas-y. Oui, c'est juste une question, une interrogation. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle l'aire de grand passage est occupée alors que l'aire permanente semble vide? D'accord. Bonne réponse encore une fois, deuxième fois Nicolas. Donc c'est pour ça qu'on baisse ce montant? Non, alors en fait, c'est pas forcément ça. C'est deux choses en fait. Ah non, ça marche pas. Ah, j'avais éteint.
Non, c'est deux choses complètement différentes. Après, cette histoire de tarif, c'est un vrai travail pour le gestionnaire, hein, clairement. Après, si la question est de savoir si les personnes doivent aller sur l'aire permanente plutôt que l'aire de petit passage, oui. Après, la gestion d'une aire de petit passage, l'aire permanente ou l'aire de grand passage, c'est assez sportif. Voilà. Bon, globalement, ça va à peu près, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, on se trouve avec une anomalie. Pour dire les choses clairement. On va pas tourner autour du pot. Voilà. Enfin, anomalie, mais malgré tout, ils sont, alors certes, sur l'aire de grand passage, mais ils sont sur l'endroit à proximité de l'aire de permanente et ils sont mieux que dans nos zones d'activité. Donc, à choisir. Bon, effectivement, ils ont bien vu que le tarif était un peu moins cher, donc ils ont migré de quelques mètres. Mais pour autant, je pense que l'ensemble des maires autour de la table préfèrent les voir sur cette aire de grand passage que dans leur zone d'activité ou sur leur stade de foot, par exemple. Donc, voilà. Non, ben, en tout cas, ça montre l'intérêt de faire cette aire de petit passage à l'intérieur de l'aire de grand passage. Parce qu'au départ, il n'y avait pas forcément, même si c'était voté, au départ, il n'y avait pas forcément une unanimité. On se demandait finalement l'intérêt de l'aire de petit passage. Donc j'en profite que le président intervienne pour rappeler l'utilité. Alors oui, c'est vrai, mais l'avantage, c'est que c'est cadré sur le même espace, quoi. Voilà. Parce que finalement, l'enjeu, il est là, hein, dans la gestion de la problématique. Est-ce qu'il y a des oppositions pour les derniers tarifs? Des abstentions? Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Philippe. Non, je m'en vais pas, mais bon. La soirée n'est pas encore terminée. Il y a quelques délibérations à passer, notamment la suivante qui te concerne, j'allais dire, directement, puisque c'est une demande de subvention que nous souhaitons faire pour le siège intercommunal. Et cette demande de subvention, elle se fera au titre du contrat Pays de la Loire 2026. Donc, vous le savez, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, on a parlé du futur siège. On pourrait, donc là on est sur la partie, on va dire, SPL, hein, attractivité, puisqu'on sait bien, du fait de notre compétence économique, on peut aller capter ce subventionnement. Donc on a dissocié du reste du projet le montant en travaux que ça peut représenter. Donc c'est 1 517 560 € 44. Et on peut potentiellement prétendre à une aide de la région à hauteur de 858 200 € sur cette partie-là liée au développement économique du territoire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent. Je vous remercie. On est ensuite sur un fonds de soutien intercommunal donc, pour la commune de Saint-Aubin-la-Plaine. Donc ça concerne le projet d'aménagement d'un lotissement, hein, le lotissement de l'église. On est sur 13 logements créés. Le projet total représente 393 265 € et la collectivité de Saint-Aubin nous sollicite pour 16 251 € au titre du fonds de concours. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci pour la commune de Saint-Aubin. On a ensuite la création de lignes de covoiturage. C'est un sujet dont on a longuement parlé. Vous le savez, on a la compétence mobilité dans le cadre de la loi LOM depuis mars 21. On cherche bien évidemment activement à développer des solutions alternatives à l'autosolisme. Et donc, on propose d'ouvrir 3 lignes de covoiturage qui vont desservir 10 communes plus la ville de Luçon. On remplit bien évidemment les objectifs du CRTE et à ce titre, on peut et on a bénéficié puisqu'on a eu l'attribution 194 920 € au titre du fonds vert et puis on sollicite 100 000 € au titre du leader, ce qui nous permet d'être très très bien accompagnés sur ce projet-là qui devrait être opérationnel d'ici quelques mois. Là, voilà, tout est bien calé, le temps de lancer le marché. Oui, pourquoi pas avant l'été prochain. Voilà. Des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? Des gens s'abstiennent? Merci. Alors ensuite, la délibération suivante, donc portant sur les services publics d'assainissement non collectifs, donc c'est la fixation des tarifs et des différentes
pénalités, donc effectivement, on vous propose la reconduction des tarifs actuels. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il y a les différentes prestations avec les installations égales ou inférieures à 20 équivalents habitants et celles qui sont supérieures à 20 équivalents habitants. Je ne vais peut-être pas vous détailler tous les chiffres, parce que vous les avez devant vous, mais on reconduit les tarifs et les pénalités donc, de ces différents services publics d'assainissement à partir du 1er janvier 2026. Est-ce qu'il y a des questions sur cette reconduction ? S'il n'y en a pas, je vais donc la soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent ? Merci à vous. Donc le point 38, c'est l'assainissement collectif à la station d'épuration du parc d'activités Vendée-au-Pôle Atlantique avec la fixation des tarifs. Et là, effectivement, on vous propose aussi la reconduction des tarifs actuels des redevances liées à l'assainissement. Et donc, on reconduit pour l'ensemble des tarifs de ces redevances pour le parc d'activités Vendée-au-Pôle Atlantique. Est-ce que vous souhaitez que je lise tous les chiffres ? Non plus. Je n'ai pas plus de succès que Bruno. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent ? Merci à vous. Le point 39, donc, c'est l'assainissement collectif à la station d'épuration du parc d'activités Vendée-au-Pôle avec la redevance de performance des systèmes d'assainissement. On vous rappelle qu'en 2026, donc, le coefficient de modulation et le tarif de contre-valeur relative à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif. Donc, cette redevance... que la redevance pour la pollution d'origine domestique et modernisation des réseaux collectifs a été remplacée à compter du 1er janvier 2025 par 2 autres points. La redevance de consommation d'eau potable facturée à l'abonné à l'eau potable et recouvrée par la personne qui facture les redevances du service public de distribution d'eau et des sommes encaissées, et de 2 redevances pour la performance des réseaux d'eau potable d'une part et des systèmes d'assainissement collectif d'autre part. En ce qui concerne cette redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, elle est facturée par l'agence de l'eau, collectivité compétente pour le traitement des eaux usées. Le tarif de base, donc on vous explique que le tarif de base est fixé par l'agence de l'eau et est défini en euros par mètre cube à chaque bassin hydrographique dans la limite d'1 euro par mètre cube et publié au bulletin officiel. L'agence de l'eau Loire-Bretagne a voté ce taux donc, pour l'année 2026 à hauteur de 0,28 euros par mètre cube. Le tarif applicable en contre-valeur est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d'assainissement collectif. Il est égal au tarif de la base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,30 et 1. Et donc, on ne va peut-être pas aller dans tout le détail, mais au final, la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif se calcule de la même manière suivante. Donc, volume facturé aux abonnés multiplié par le taux voté par les instances du bassin de l'agence, multiplié par le coefficient de modulation fixé par la collectivité. Donc, on arrive à une fixation d'un coefficient de modulation à 0,30, le tarif de la contre-valeur correspondant à la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif à 0,084 euros par mètre cube. Donc ça correspond au 0,28 fois au 0,30 et que cette contre-valeur et de la redevance pour performance des réseaux d'assainissement est facturée et recouvrée auprès des usagers du service public de l'assainissement collectif et reversée à la collectivité compétente pour le traitement des eaux usées selon les mêmes modalités que la part collectivité de la facture d'assainissement collectif. Ouais, je suis sûrement moins bon que Jam. J'ai accepté de le faire, mais s'il y a des questions, allez-y. Il m'a briefé, mais... S'il n'y a pas de questions, c'est encore mieux. Voilà. Oui, il est fixé. Oui, non, mais il a été fixé. Enfin, oui. Pardon. Mais vous, c'est 0,40, effectivement. Alors, pourquoi c'est fixé ? Alors là, tu dépasses, mais c'était pas dans la note de Jam. Mais effectivement, on peut se renseigner. J'en parle à jamais. Peut-être Denis ? Oui, surtout que tu es dans le milieu. C'est la performance du système. Voilà. Donc vous avez plusieurs critères de performance et c'est l'addition des critères de performance qui donne le coefficient de modulation. Oui, puis non, ce n'est pas l'âge du capitaine, c'est d'autres critères de performance qui sont définis par l'agence de l'eau. Voilà. C'est Téléservice Agence de l'eau. Vous avez dû recevoir un courrier en septembre, normalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces différents prix, sur le coefficient de modulature de la contre-valeur? S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci à vous. Et ensuite, on a une délibération, donc la 40, correspondant au déversement des eaux usées autres que domestiques de l'établissement Pain Concept au réseau assainissement collectif
à la station d'épuration du Vendéopole Parc Atlantique de Saint-Jean-d'Hermine. Donc, considérant que les eaux entrant dans le système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas des situations inhabituelles, notamment de celles dues à forte pluie, être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Considérant que tout déversement d'eau usée autre que domestique dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité, on considère que l'autorisation de déversement peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement. Et on considère que la communauté de communes est la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées. Donc, il a été établi un arrêté portant autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques de l'établissement Pain Concept au réseau assainissement collectif et à la station d'épuration du Vendéopole Parc Atlantique de Saint-Hermine. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve au niveau de l'annexe 1. Dans l'annexe 2, l'arrêté est complété par une convention spéciale de déversement qui devra être signée par l'établissement. Donc cette convention permet de préciser et de développer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'autorisation de déversement à laquelle elle est annexée. Et la convention définit en outre les modalités juridiques, financières et techniques de raccordement de l'industriel ainsi que le partage des responsabilités entre tous les différents acteurs. Sachant que ce sujet de Pain Concept, on le retrouvera au mois de décembre aussi au Conseil communautaire. Il y aura un deuxième sujet. Ah, c'est pas du teasing, c'est... Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci à vous. Bonsoir à tous. Point 41 sur la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective à partir des centrales photovoltaïques qui ont été installées au sein du centre technique intercommunal. Alors vous savez, la communauté de communes, à travers son plan climat et son schéma directeur, s'est engagée dans une dynamique territoriale pour le déploiement des énergies renouvelables, notamment solaire, qui est le potentiel important sur notre territoire. Vous savez également que pour ce faire, on a créé une société, la société de projet Sud Vendée Littoral Énergie, qui a été créée avec notre partenaire Vendée Énergie. On a parlé la dernière fois de la mise à disposition des toitures pour installer un certain nombre de centrales solaires. Et donc, on poursuit, une fois qu'on poursuit toujours ces installations. Et l'objectif, c'est de produire localement et bien sûr de consommer localement également. Et donc, l'objet de cette délibération, c'est une fois qu'on a travaillé ces productions de centrales photovoltaïques, c'est comment on remet en boucle cette autoconsommation sur les bâtiments qui sont des bâtiments intercommunaux et communaux. Et donc, c'est relativement simple et à la fois complexe, simple à comprendre, peut-être complexe administrativement. En tout cas, cette autoconsommation collective est un dispositif qui est encadré par des textes législatifs et qui nécessite la mise en place d'une personne morale organisatrice, une PMO, et le CIDEV est et a créé cette PMO. Et vous voyez que la délibération, en fait, c'est de s'associer au CIDEV pour intégrer cette PMO et bénéficier de l'accompagnement administratif, technique, et qui est en lien avec cette PMO pour mettre en place les opérations d'autoconsommation. Cette première boucle d'autoconsommation sur laquelle porte cette délibération, elle se rapporte, vous l'avez compris, au centre technique intercommunal sur lequel il y a une centrale photovoltaïque et qui vise à produire de l'énergie renouvelable, et ce, depuis, en tout cas l'installation est réalisée depuis 2025. Cette énergie va pouvoir être consommée sur et autour ou en proximité immédiate, et donc on vise une consommation prioritairement vers les bâtiments intercommunaux, mais aussi en faire profiter, si on le peut, les bâtiments communaux et de la ville de Luçon. Et donc le principe, c'est de regarder un peu ce que l'on va produire, regarder les besoins de consommation, et donc faire une boucle d'autoconsommation au sein de ces différents points de consommation. Et derrière, eh bien, on revendra un tarif à la fois qui permet d'amortir l'investissement qui est lié à la société de projet, et puis de faire bénéficier aussi à des tarifs plus intéressants les consommateurs que seront les bâtiments de l'intercommunalité et les bâtiments communaux, si, je le rappelle, il y a des possibilités d'aller couvrir ces bâtiments communaux. Voilà un petit peu le principe, ça c'est une première boucle d'autoconsommation qui concerne ce bâtiment-là. On aura des exercices similaires à chaque fois qu'il y aura des nouvelles productions photovoltaïques sur le territoire. J'en veux pour preuve, mais il n'est pas là, il y aura Laurent Huget notamment avec les ombrières sur la faute, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura bien des boucles d'autoconsommation qui seront propres à chaque fois que l'on aura des zones de production. Et le tarif de revente, ou en tout cas de facturation, il sera aussi défini à chaque fois. Donc on ne va pas arrêter un tarif homogène sur l'ensemble du territoire.
il va dépendre des boucles et notamment des investissements qu'il y aura en lien avec cette production. Voilà un petit peu le principe de cette première délibération, en tout cas de cette délibération qui est la première dans le cadre d'une boucle, qui est en lien avec ce CTI. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à cela? Donc, je veux juste rappeler que vous trouvez un projet de convention en annexe qui peut vous illustrer un petit peu ce qui est attendu à travers cette convention qui est donc tripartite entre la communauté de communes, entre la société de projet et bien sûr le CIDEV. Pas de remarques, pas de questions? Oui. Merci. C'est un sujet très intéressant. On avait parlé sur le mandat avec... il y avait une intervention du CIDEV effectivement sur ces sujets-là. Ça se concrétise en fin de mandat. J'avais une question alors, à laquelle il a été répondu partiellement. Donc, puisque dans la convention, je ne vois que des sites intercommunaux qui sont raccordés à la boucle d'autoconsommation. Oui. Tu as dit qu'il était possible qu'il y ait des sites communaux. Alors, oui. Bon, à la limite, là, c'est pour le CTI. Donc, ce n'est pas forcément pour cette fois-ci, mais pour les prochaines fois, quand il y a une production, effectivement, sur un terrain mis à disposition par une commune, est-ce qu'il sera envisageable que cette autoconsommation puisse alimenter effectivement des sites communaux et dans quelles conditions? Alors, le principe, la réponse est oui. Alors, le principe, c'est que quand on parle de boucle d'autoconsommation, on est sur un périmètre de 2 km. Pour l'instant, et sans dérogation. On va, nous, travailler le système dérogatoire pour pouvoir aller jusqu'à 20 km. Et 20 km, on va couvrir la quasi-totalité de la Comcom. Et donc, ça veut dire qu'après, on va commencer le jeu des fameuses boucles. Et donc, on va avoir un travail assez conséquent à effectuer pour identifier les zones de production, et identifier les bâtiments intercommunaux et leur consommation. Et donc, vous voyez bien, on va faire les plus et les moins. Et derrière, on va pouvoir alimenter, bien sûr, dans la boucle, dans la mesure du possible, si la production vis-à-vis des sites intercommunaux n'est pas totalement consommée, parce que la production n'est pas totalement consommée par les sites intercommunaux, de pouvoir effectivement intégrer les sites communaux dans cette fameuse boucle-là. Oui. Mais il y a un gros travail d'abord à identifier les besoins sur l'ensemble des bâtiments, et on a essayé de hiérarchiser aussi les sites communaux qui pourront bénéficier de cela. Et là, tu réponds que partiellement à ma question, parce que en fonction de l'origine de la production, oui. Site intercommunal ou site communal, ça sera le même type de boucle? Alors, tout sera mis dans la même boucle? Alors on va travailler, on va voir comment on va travailler tout cela, mais l'objectif c'est bien que l'autoconsommation se fasse intégralement. Vous avez compris que le financement il est porté par la communauté de communes, en tout cas par la société de projet, donc c'est elle qui va en bénéficier en priorité, et pour autant on est bien d'accord que les communes qui vont mettre à disposition des bâtiments ou qui vont notamment à travers les photovoltaïques sur bâtiments communaux, on va bien sûr essayer de partager cette distribution-là. Mais la règle de partage n'est pas définie. La règle de partage n'est pas encore définie. Bon, elle reste à définir. Oui. Je prends le cas du projet sur ma collectivité. Je vais largement couvrir, mais alors largement couvrir mes besoins. Donc, et on sait qu'à terme, effectivement, avec l'ensemble des projets qu'on a dans les cartons, il n'y a pas de souci, ça va forcément rejaillir sur les communes. Alors, en fait, je pense que sur Moreil, la problématique, c'était que ce n'était pas avantageux, me semble-t-il. Alors, en tout cas, sur le tarif, c'est ce qu'on disait. Hein. Sur le tarif, la problématique du tarif, c'est effectivement pour vous, elle n'était pas. Et nous, on avait des tarifs réglementés pour. Oui. Mais vous dites que c'est facile, ça se fait comme ça. Mais apparemment, non. Hein. Nous, ça peut être possible. Bah, en tout cas, c'est possible, mais si c'est pas avantageux financièrement. C'est pas garanti à 100%. Oui.
Pas d'autres questions, remarques? Je le soumets à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bonsoir. La 42e délibération concerne la lecture publique. C'est le programme littérature jeunesse. C'est une demande de subvention auprès de la DRAC des Pays de la Loire et la SOFIA pour l'édition 2026 du programme littérature jeunesse sur la semaine du livre jeunesse. La 19e édition de la semaine du livre jeunesse 2026, cofinancée par la ville de Luçon, aura lieu du 18 au 24 mai 2026. Elle a comme thématique Habiter et Habitat. Elle s'adresse à la fois aux familles et aux scolaires. Plus de 1800 élèves en atelier sur le salon et 5000 personnes pendant les temps d'ouverture au public seront accueillies. La sélection des 20 auteurs invités de la littérature jeunesse est fondée sur leur qualité littéraire et artistique. Elle veille à proposer une offre aux tout-petits et aux adolescents. Les classes s'engagent dès le mois de janvier prochain avec des rencontres d'auteurs, des productions plastiques et écrites autour de la thématique. Lors d'une matinée au Salon du Livre, ils feront l'expérience de spectateurs lors d'un spectacle vivant et auront accès à 6000 livres jeunesse. En 2026, la coopération avec la direction des bibliothèques de la Vendée est renforcée avec la conception d'une journée professionnelle, l'invitation d'auteurs, la programmation de spectacles, le prêt de matériel et l'animation d'ateliers. Ce partenariat fort est également construit avec les 20 bibliothèques du réseau, ce qui permet un maillage et des relais d'action à l'ensemble des habitants du territoire, des rencontres d'auteurs, des formations et confections collectives d'un tapis de lecture. La direction des affaires culturelles soutient financièrement depuis l'origine le programme littérature jeunesse. La SOFIA, qui est la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, organisme agréé par le ministère de la Culture pour la perception et la redistribution du droit de prêt en bibliothèque, est également un partenaire majeur du programme littérature jeunesse. Pour conclure, cette opération majeure s'inscrit dans le schéma de la lecture publique et contribue à la formation du lecteur de demain et à l'enrichissement du parcours du lecteur sur les territoires Sud-Vendée littorale. Vous avez le tableau du budget. On a un total de dépenses de 82 200 € et avec des recettes au niveau des inscriptions scolaires pour 8 800 €. L'ANDRAC, une demande de subvention pour 8 000 €. La SOFIA pour 8 000 €. Un reste à charge pour la communauté de communes de 37 400 € et la participation de la ville de Luçon pour 20 000 €. Et on arrive au même total, 82 200 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien. 42 libérations, 42 communes, et rien de volontaire. Comment? J'entends pas. J'entends pas ce que tu dis. Il y a une erreur dans le tableau, c'est ça? Oui, c'est ça. 8000 plus 1000 dans le tableau. Ouais. Ok, ce sera rectifié. Merci pour ta vigilance. Avant de clore ce conseil communautaire, est-ce que vous avez des questions diverses que vous souhaiteriez aborder? Oui, Joël. Concernant la délibération qu'on doit prendre pour l'assainissement collectif, le transfert, je n'ai pas vu la partie emprunt, la partie excédent. Alors, c'est deux choses. Les emprunts sont systématiquement transférés en fait à l'Interco. Et concernant les excédents, on attend effectivement que vous ayez alors soit vos comptes administratifs, soit vos CFU pour, une fois qu'on aura le montant, vous demander de délibérer pour reverser de la moitié du montant que vous allez nous indiquer. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est ce qui a été convenu depuis le départ. Hein, donc la moitié des excédents. Avant de clore, je vous rappelle qu'on a une conférence des maires, justement, on en a parlé ce soir, mais concernant le PLUI, le 4 décembre prochain, c'est un jeudi. Et puis, avant de terminer l'année, un dernier conseil communautaire le jeudi 19 décembre. Voilà. Merci à vous, belle soirée, bon retour, et à tout de suite.